Tout à l'heure, j'ai vu ma mère qui m'a dit: oh là là, ton article là, sur ta page sur Sarkozy le teigneux, là, mes copains de la marine n'ont pas du tout aimé, là. C'est pas du tout ça. Et donc, je me suis dit: bon, alors, est-ce que j'ai été trop loin ou est-ce que j'ai trouvé le juste milieu? Parce que, en fait, c'est quand même ça qui m'anime en tant que journaliste, c'est d'être honnête. C'est d'être honnête vis-à-vis de vous, c'est de vous donner des clés que vous n'avez pas forcément, et c'est d'essayer, à 15 jours d'une élection présidentielle importante, du premier tour, de vous resituer le débat politique entre les principaux candidats, mais pas seulement. C'est aussi de resituer la France dans le monde, les périls qui nous menacent, le déclin annoncé de notre civilisation, ou au contraire les moyens d'y remédier. Mais comme je n'ai pas voulu faire un essai emmerdant, théorique, et que dans le fond j'aime la vie politique, j'aime la vie tout court, et j'aime les gens, j'aime voir leurs contradictions, j'aime les voir en situation. En tant qu'observateur, j'aime aussi les acteurs, j'aime leur énergie, qui parfois me paraît un peu vaine, mais enfin, elle est quand même méritoire. J'ai voulu faire un récit qui soit aussi et d'abord une enquête. Faire quelque chose aussi d'un peu dépassionné, parce que je trouve que sur Nicolas Sarkozy, on écrit des choses souvent un peu définitives, des choses qui sont parfois injustes. Et j'ai voulu porter sur lui un regard un peu dépassionné, parce qu'un jour il m'avait dit, finalement ce que compte un homme politique, ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il fait. Et comme il communique beaucoup, et comme c'est devenu aussi une technique de management du politique dans les sociétés modernes, j'ai voulu faire aussi un livre sur le bilan de son quinquennat, tout simplement. Le précédent racontait le basculement d'une génération à une autre, des Chiraciens aux Sarkozystes. L'entourage de Sarkozy avait ce petit mot délicieux, il faut sortir le vieux. Ça n'empêche pas d'être apprécié par les retraités. Mais enfin, il était totalement iconoclaste dans la transgression, dans la volonté de rupture. Et c'est aussi ce qui nous avait plu, nous les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on trouvait que par rapport à la fin du règne chiracien qui semblait un peu assoupi, il y avait une volonté et une ambition. Et il y avait aussi pour la droite, qui avait longtemps été un peu honteuse dans ce pays, et particulièrement durant la présidence de Jacques Chirac, qui sur la fin de sa vie avait intégré des valeurs de gauche, des valeurs d'humanisme certes, mais aussi des valeurs, je dirais, qui ne correspondaient pas tout à fait à sa famille politique et à ce qu'il avait défendu au cours de ces années de jeunesse, où il lui arrivait d'avoir des saillies au moins aussi amusantes que celles de Sarkozy aujourd'hui. Je trouvais que c'était intéressant de comparer une présidence finalement finissante à une présidence pleine de verdeur. Et dans le fond, avec Sarkozy, on a eu la chance d'avoir un président jeune qui ose, qui essaye, qui parfois se trompe, qui commet des erreurs, notamment dans des fautes de comportement. Je dis à ma mère, par exemple, je lui dis, écoute, c'est pas de ma faute s'il dit on n'a pas besoin de ce compte Fillon pour prendre des décisions. C'est pas moi qui l'ai inventé, il le dit. Alors je vois pas pourquoi. Elle me dit, mais tu ne le dis pas. Ben, je dis si, je vais le raconter. C'est mon rôle d'être journaliste. Je ne suis pas là non plus pour défendre la droite à tout prix, ni pour faire constamment le progrès de la gauche. On verra peut-être dans ces élections, si Hollande est élu, comme ça a l'air un peu de se dessiner, on verra aussi que la gauche, elle a parfois une habileté qui a manqué à Sarkozy. Donc ce climat, c'est d'abord celui d'une présidence jeune et énergique. Cet homme dont l'ancien ambassadeur en Israël me disait, à Paris, donc me disait,
quand je sors d'un rendez-vous avec Sarkozy, c'est comme si j'avais mis les doigts dans la prise. Et cet homme qui a quand même vécu, qui annonçait la rupture et qui vit sa première rupture avec sa femme qui le lui impose. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant qu'au moment où il réussissait à conquérir la magistrature suprême, sa femme le quitte. Tante Yvonne n'aurait pas fait ça. Et Bernadette, sans doute pas non plus, même si aujourd'hui, elle est un peu infecte avec ce pauvre Jacques, puisque quand on lui demande ce qu'il devient, elle dit « Oh, que devient le président ?» Elle dit « Oh, Jacques, il promène le chien. » Finalement, Sarkozy, il a surtout été un grand Européen. Il a su, après l'échec du référendum européen, qui a été quand même le début de la fin pour Jacques Chirac, il a su relancer finalement l'Europe à travers un traité simplifié, qui était le traité de Lisbonne, bousculer ses partenaires, s'entendre avec Gordon Brown pour reprendre son plan qui au départ visait à sauver la City, et à mettre en place le G20, qui a été un instrument de coordination extrêmement utile. Donc Sarkozy, qui n'était pas un homme très ouvert sur l'extérieur, qui était plutôt un politicien français classique, qui connaissait très bien sa carte électorale, mais qui n'avait pas énormément voyagé, il a pris la mesure du nouveau monde et il le dit dans ce livre, son objectif, c'était d'adapter la France à la mondialisation. Et la question, c'est de savoir s'il l'a fait. La question, c'est de savoir si il a réussi, malgré cette crise épouvantable, à marquer des points, à amorcer des évolutions. J'essaie, au-delà des anecdotes, de faire un travail de synthèse, c'est-à-dire de vous raconter un peu les choses de façon exhaustive. Finalement, personne ne s'est penché sur le bilan. Les socialistes disent c'est nul, son bilan est son boulet, dit François Hollande, mais dans le fond, il a quand même fait pas mal de choses. Il a fait la réforme des universités, il a fait la réforme des retraites, ils ont fait le crédit impôt recherche, ils ont supprimé la taxe professionnelle, bon, ils l'ont remplacée par une autre, etc. Ils ont fait ce grand emprunt qui vise aussi à affecter des sommes à la recherche et à l'innovation. Et on ne dit pas suffisamment dans cette campagne que la clé de l'avenir du pays, c'est la réduction des dépenses publiques pour les affecter à la recherche-développement. C'est-à-dire pour essayer de redéployer un peu l'entreprise France vers plus de compétitivité et vers des dépenses moins improductives. Alors Bayrou le dit, et comme toujours dans ce pays, les gens qui disent la vérité, ça ne leur réussit pas. Sarkozy, hier soir, lors de la conférence de presse, il s'est un peu posé en père la rigueur, c'est ce que j'écrivais ce matin. Je ne suis pas certain que ça lui serve beaucoup. Mais d'un autre côté, bon, il essaye tout, là. Donc il a fait ses propositions sur l'immigration. Là, il fallait quand même qu'il envoie un signal aux centristes. Bon. Et puis, il pourra se dire finalement que s'il est battu, il s'en sortira avec des honneurs. Il n'aura pas si mal gouverné. En tout cas, on rendra justice à son bilan ou à ce que son bilan a de bien. Et puis, il aura peut-être pas promis du sang et des larmes, mais il aura évité de faire ce que fait Hollande aujourd'hui, c'est-à-dire annoncer des mesures, disons, qui peuvent faire plaisir pour les premiers mois, alors qu'on sait très bien que ce qui nous attend, quoi qu'il arrive, que ce soit les socialistes ou que ce soit la droite, c'est un tour de vis, puisqu'il y a une centaine de milliards à trouver pour rester dans les clous et ne pas être dégradé par les agences de notation et ne pas connaître le sort de l'Espagne. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs et que dans le fond, moi je ne comparerai jamais Sarkozy à Poutine. Le problème, c'est que finalement, le pouvoir politique aujourd'hui, il est entravé à la fois par des contre-pouvoirs qui sont quand même assez réactifs, que ce soit la presse ou le pouvoir judiciaire. Et il est aussi entravé tout simplement parce qu'une grande partie du pouvoir est remontée à Bruxelles et qu'aujourd'hui, on est un peu
noyés par les normes européennes qui sont en contradiction avec les normes françaises et que, notamment pour les chefs d'entreprise, c'est très difficile. Enfin, je veux dire, c'est très difficile de créer dans ce pays. Et donc, Sarkozy, il a essayé de contourner tout ça, mais ça a été souvent assez brouillon. Et finalement, au bout du compte, il a fait un peu tout et son contraire. C'est-à-dire à force de s'adapter de façon pragmatique à la réalité, et ça, il faut lui reconnaître qu'il c'est pas quelqu'un qui est non plus... il n'est pas irréaliste, il sent les situations, il est capable d'adaptation. On a fini par se demander s'il y avait un cap. Malgré tout, je dois dire qu'aujourd'hui, il est quand même le seul qui donne avec Bayrou. Mais Bayrou, malheureusement, est dans les choux. Il est le seul quand même qui dise les choses, qui nomme les problèmes. Et il est celui qui en a pris plein la gueule. Oui, mais bien sûr, c'est facile. Mais non, mais bien sûr, mais c'est déjà le fait de les nommer, c'est déjà une bonne chose. C'est pas lui qui pourra les résoudre de toute façon, c'est vous. Voilà. Le problème aussi, c'est que les Français ont grandi. Le guide suprême, c'est terminé ça maintenant. Ils ont remis la politique à sa place. Finalement, Sarkozy a désacralisé la fonction. Mais c'est vous qui avez banalisé la fonction les premiers. Parce que aujourd'hui, vous êtes surinformé. Vous avez une vision de la politique qui est au moins égale à la mienne. Moi, je peux apporter des informations d'insider, de l'intérieur, des choses auxquelles vous n'avez pas accès. Donc, je peux rajouter un peu d'épices. Mais vous êtes très informé. Et ce dont vous avez besoin, c'est effectivement des hommes ou des femmes qui aient un certain courage. Voilà. Et de ce point de vue-là, je pense que Sarkozy a eu du courage de bousculer un certain politiquement correct. Le titre de ce livre, Et les masques sont tombés, c'est une manière de dire qu'aujourd'hui, le politique est tellement transparent qu'on n'ignore plus rien. D'ailleurs, j'ai repris le titre d'un film dans lequel jouait Humphrey Bogart en 1952 qui s'appelait Bas les masques, où il tenait le rôle d'un journaliste. Et c'est quand même le rôle des journalistes d'essayer de faire tomber les masques. Mais aujourd'hui, ils tombent les uns après les autres. Il y a eu cette énorme affaire Wikileaks qui a mis à nu les ressorts de la diplomatie mondiale. Tous ces télégrammes diplomatiques qui étaient jusqu'à présent secrets ont été révélés au grand public puisqu'ils ont été publiés par plusieurs grands journaux européens et américains. L'affaire DSK a montré les turpitudes des hommes de pouvoir, et notamment sexuels. Et je vous prie de penser qu'il n'est sans doute pas le seul, même si lui est désormais un champion hors compétition. Mais je dirais que la griserie du pouvoir, l'ivresse du pouvoir, les facilités qu'offre le pouvoir, le fait qu'à un moment donné, beaucoup de ces hommes n'ont plus de limites, favorisent ce type de comportement. On ne le disait pas avant. Voilà. Les journalistes, finalement, se contentaient d'être dans une lecture un peu idéologique. Le journalisme politique a évolué. Quand Bob Woodward, le grand journaliste du Washington Post, est venu à Paris, il a dit « Pour nous, il n'y a pas de vie privée des hommes politiques. » En France, parce qu'on est un pays élitiste, parce que les journalistes politiques sont souvent des pétochards. Moi, je me souviens, dans le précédent bouquin, alors que Sarkozy venait d'être élu, j'avais quand même écrit qu'il avait fait espionner Ségolène Royal pendant la campagne. J'avais dit que Cécilia, qui était à l'ouest parce que Richard Attias l'avait un peu laissé tomber en lui disant va rejoindre ton mari, et que son mari d'ailleurs n'en pouvait plus, il avait même frappé, ce qui avait valu une main courante au commissariat du 16e. J'avais raconté qu'elle s'était fait hospitaliser à l'hôpital américain et que c'est la raison pour laquelle elle avait débarqué totalement échevelée sur la place de la Concorde. Alors aujourd'hui, que Cécilia n'est plus rien, qu'elle est à New York et qu'elle ne menace plus personne puisqu'elle n'a plus aucun pouvoir, certaines de mes consoeurs n'hésitent pas à faire 100 pages sur elle
et à lui faire porter, à travers la soirée du Fouquet, c'est le yacht de Bolloré, tous les maux du quinquennat. Mais à l'époque, moi, j'avais eu les couilles de dire ça, alors qu'elle était encore la femme du président. Et Sarkozy ne l'avait pas tellement apprécié. Le secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, m'avait dit « Vous êtes un peu léger ». Mais néanmoins, l'autre jour, à la conférence de presse, là, avant-hier, il est venu me serrer la main. C'est la preuve que les choses vont vraiment mal. Moi, je pense que Sarkozy a eu une tentation autoritaire. Il a eu une tentation, d'abord, de chanter les corps intermédiaires, notamment les syndicats. Je crois qu'il a quand même fait des efforts, il les a réunis, il a essayé de jouer la CGT, alors que d'autres avaient joué plutôt la carte de la CFDT avant lui. Il a essayé de séduire les journalistes, et puis finalement, il s'est retourné contre eux. Il a essayé, je raconte ça dans le livre, de prendre le contrôle de France Télévisions en devenant le super directeur des programmes, mais il s'est heurté au tandem Carolise Duhamel, qui ne s'est pas laissé faire. Il a nommé un zozo à la tête de l'audiovisuel extérieur, un ancien pubeux, qui l'a conduit, en dépit du bon sens, qui a fait valser les directeurs de la rédaction. Ils ont nommé Christine Ockrent, qui était la femme du ministre des Affaires étrangères. Ça n'avait aucun sens. Ensuite, ils se sont déchirés entre eux. Enfin bon, c'est de l'argent fichu en l'air, puisque cette chaîne, France 24 en l'occurrence, est apparue comme la voix de la France, donc n'ayant aucune crédibilité au moment où des grandes chaînes comme CNN, Al Jazeera, au contraire, ont assis leur domination dans le paysage mondial. Il a essayé finalement, je dirais qu'il a été dans l'ivresse de la toute-puissance, Sarkozy. C'est-à-dire de croire que, dans le fond, plus rien ne pouvait lui résister. Et je pense, après réflexion, hésitation, que les Français vont lui expliquer que la toute-puissance a des limites. Ces limites qui lui ont peut-être manqué, puisque son père a été absent, et qu'il n'a pas eu de temps en temps cette figure paternelle qu'il essaie d'incarner. Parce que dans le fond, le président de la République, c'est le père de la nation. Mais en fait, il a du mal à l'incarner parce que c'est plutôt le frangin que le père. Et donc, la contrepartie de ça, c'est que beaucoup de gens sont quand même admiratifs de son énergie et du fait qu'il mouille sa chemise. Et je le compare à d'autres hommes politiques de sa génération. C'est celui qui fait sans doute le plus d'efforts. Le plus d'efforts pour convaincre. Le plus d'efforts pour bousculer des conformismes qui nous enferment dans des impasses, qui nous enferment dans une image de nous-mêmes qui est surfaite, qui est une image d'un pays qui est trop sûr de lui parce qu'il n'est pas assez sûr de lui. C'est-à-dire que Sarkozy, dans le fond, on peut dire oui, casse-toi pauvre con, ça ne fait pas président. Mais à force de jouer au président de la République, à force de jouer au grand président qui donne des leçons à la terre entière, on n'a pas vu que notre base industrielle foutait le camp. On n'a pas vu que, dans le fond, on ne disait pas la réalité. Enfin, vous le constatez dans votre chair, pour ceux qui en sont les victimes, mais on ne l'a pas anticipé. Bon, je raconte énormément de choses, en fait, dans ce bouquin. Je veux dire, vous ne le lirez pas en 1h30. Voilà. Mais c'est un livre qui vous éclairera sur les enjeux et la nécessité du repositionnement à la fois économique et mental dans le monde d'aujourd'hui. La France n'est plus le centre du monde. Ce n'est plus la France qui impose ses valeurs aux autres, et c'est plutôt les autres qui commencent à nous imposer leurs valeurs. Alors, on est en train de réaliser qu'on a sans doute été très généreux, peut-être trop généreux en matière d'immigration.
On réalise que notre pays est en voie de déclassement parce qu'en voie de désindustrialisation. Et c'est vrai que le pouvoir aujourd'hui, il n'est plus militaire en fait, il est économique. Les pays qui comptent sont les pays qui ont de bons équilibres économiques. La France a un endettement qui atteint près de 90% du PIB. Ça n'est plus la marque d'une grande puissance. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de retrouver dans les 5 ans qui viennent des fondamentaux qui nous permettent de réinvestir et d'écarter le spectre de la banqueroute dont avait parlé François Fillon. Et sinon de la banqueroute, du moins de la mise sous tutelle des organismes internationaux. C'est l'enjeu fondamental aujourd'hui. En fait, un pays comme les États-Unis s'est fourvoyé dans des guerres improbables au Proche-Orient ou en Afghanistan. Or, ce qui fait sa puissance aujourd'hui, la puissance des États-Unis, c'est le dollar, c'est Coca-Cola, c'est son influence culturelle. On est dans un monde où faire la guerre, finalement, ça coûte cher et ça rapporte de moins en moins. Je raconte aussi en Afghanistan à quel point on est enlisé dans ce bourbier et à quel point la France a une expérience des affaires civilo-militaires qui commence à être utilisée par les États-Unis, mais qui nous aurait permis, si elle avait été mieux utilisée plus tôt, peut-être de perdre moins d'hommes. Enfin, j'essaie de montrer à quel point on ne peut plus aujourd'hui s'imposer par la force. Voilà. Et alors ça, c'est peut-être la faiblesse de Nicolas Sarkozy, qui n'a pas été aussi loin que George Bush dans sa croisade irakienne, qui a coûté énormément d'argent et de victimes. Il n'y a pas eu de victimes en Libye, hormis un certain nombre de combattants, mais il y a eu assez peu de victimes civiles. Ça a coûté assez cher. Mais en revanche, ça a quand même favorisé l'instauration d'un régime islamiste dont on ne sait pas très bien, qui devrait réintroduire la charia, et dont on ne sait pas très bien à terme si finalement, en perdant les dictatures laïques qu'on avait et qu'on connaissait bien, on n'a pas gagné des gens qui sont encore plus difficiles à gérer. Il y a des codes du pouvoir, mais il y a des codes qui ont été transgressés. Et ensuite, Nicolas Sarkozy a compris qu'il avait été trop loin et a voulu se représidentialiser. Et il en est revenu, je dirais, aussi aux fondamentaux de la Ve République, notamment pour la politique étrangère. Mais tout ça fait une histoire. Et j'ai découpé ce livre en plusieurs parties. D'abord, la première partie s'appelle « Un nouveau monde ». C'est-à-dire, en fait, où sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous? Comment pouvons-nous nous comparer par rapport à d'autres pays voisins? Je raconte que les Chinois ne le considèrent pas comme un grand mandarin parce qu'il ne sait pas masquer ses émotions. Il ne se maîtrise pas suffisamment. Et les Chinois qui ont un art millénaire du pouvoir et qui sont sans doute les dominants du monde de demain, ils l'ont tout de suite compris. Alors, quand il est allé à Pékin avec Carla Bruni, on avait remarqué que les soldats de la Garde rouge qui l'accueillaient étaient très très grands. Et on nous avait dit, ah oui, c'est parce qu'on a compris que quand ils visitent des usines dans l'Hexagone, ils demandent qu'il y ait des petits employés pour qu'ils ne le dépassent pas. Donc les Chinois qui sont malins, ils ont fait exprès, ils ont mis des très grands gardes. Voilà. Et je raconte aussi que dans sa relation avec Obama, ça ne se passe pas du tout comme il l'avait prévu, puisque, dans le fond, il avait noué une relation assez confiante avec Bush. Bush l'avait bien reçu à la Maison-Blanche, au Congrès. Il apparaissait un peu comme un néoconservateur français à l'époque, même si ensuite il a un peu évolué dans cette position. Et puis, comme c'est quand même, à certains égards, il peut manquer de fiabilité, il est allé dire du mal de la présidence Bush pour se faire bien voir de la nouvelle présidence Obama. Et il a raconté ce qui était faux, que lorsqu'il était intervenu en Géorgie,
Bush voulait l'en dissuader, ce qui était faux et ce qui a valu un rappel à l'ordre de l'ambassadeur de France à Washington par la Maison-Blanche. Et Obama, qui est un homme du ghetto, qui est un homme des minorités, qui est un cérébral, qui n'exprime pas beaucoup ses sentiments, eh ben, on ne la lui fait pas. Je dirais que Andy Warhol avait une formule dans laquelle il disait « On peut tromper parfois plusieurs personnes, on peut tromper plusieurs fois la même personne, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. » Et avec Obama, il est tombé sur un os. D'abord parce qu'Obama, il exprime le monde nouveau. Ce monde nouveau, c'est celui de l'Asie. Obama, il est né à Hawaï, il a vécu en Indonésie, et l'Europe l'intéresse beaucoup moins que ses prédécesseurs. Il n'est pas allé à l'anniversaire de la chute du mur. Il s'est inquiété évidemment des répercussions de la crise financière européenne sur le redressement américain. Il a pressé les Européens, et notamment Angela Merkel, de trouver une solution. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est fasciné par l'Europe, et encore moins par le président Sarkozy. Et ça, pour Nicolas Sarkozy, c'était insupportable. Que quand Obama vienne à Paris, il préfère dîner avec sa femme et ses 2 filles dans un petit restaurant parisien plutôt que d'aller dîner à l'Élysée, ça l'a suprêmement agacé. Mais comme Sarkozy est un teigneux, ce que j'ai écrit la semaine dernière, et qui n'aime pas qu'on ne le respecte pas, parce qu'on ne l'a sans doute pas assez respecté dans sa jeunesse, il a commencé à dire du mal d'Obama. Il a commencé à expliquer que, dans le fond, sa réforme de l'assurance maladie, ça ne marchait pas très bien. Il était trop mou à l'égard de l'Iran, etc. Et comme Sarkozy, il raconte les choses pour qu'on les répète, et que ça commençait à se retrouver dans les journaux américains, Obama a commencé à le prendre en considération, et l'a finalement invité à dîner à la Maison-Blanche avec son épouse. Et au bout du compte, Sarkozy, qui était réputé pro-israélien, et qui avait une certaine intimité avec Netanyahou, a fini par confier à Obama lors du sommet de Cannes que Netanyahou était un menteur. Donc, et comme les micros étaient ouverts, tout le monde l'a entendu. Et donc, si vous voulez, ça prouve aussi que les postures idéologiques, néoconservateurs, atlantistes, pro-israéliens, que Sarkozy avait au début de son mandat, elles se sont atténuées. Et elles n'étaient plus tout à fait les mêmes à la fin du quinquennat. Sarkozy, dans une période qui était extrêmement défavorable aux gouvernants et qui pouvait même marquer leur impuissance, a réussi à agir et à bouger les lignes. Voilà. Alors il l'a fait avec son style, casse-toi pauvre con, mais en même temps, je dirais qu'il a tiré le rideau des apparences du pouvoir. De Gaulle avait redressé la France, qui était vraiment un pays à terre, en recréant du mythe, en partant à Londres, ensuite en réussissant à réinstaurer l'image d'une grandeur perdue, en créant la force de frappe, en claquant la porte de l'OTAN. Sarkozy, il a fait tout l'inverse. C'est-à-dire que quelque part, il nous a aussi un peu rapetissés, puisqu'il est tellement cash et tellement transparent qu'il n'a rien caché de ses faiblesses, même les plus intimes. Mais ça, c'est la transparence qui veut ça, et qui à l'époque n'existait pas. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle de l'affaire DSK, mais du temps de John Fitzgerald Kennedy, la Maison-Blanche était un véritable lupanar. Tous les journalistes le savaient, mais ça n'est jamais sorti. Les livres sur Kennedy qui en parlent l'ont fait 20 ans après. J'ai fait un chapitre sur les réformes, j'ai quand même dit que ça avait été un réformateur prudent. J'ai fait un chapitre sur le côté chef de guerre, parce qu'il a quand même il a fait 2 opérations majeures, une en Libye et une en Côte d'Ivoire, qui me semblent avoir été des interventions justifiées, puisqu'en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est un véritable satrape qui ne voulait pas rendre le pouvoir alors qu'il avait perdu les élections et qui laissait le président légitime, Alassane Ouattara, enfermé dans son hôtel,
l'hôtel Ivoire, donc ce n'est pas une situation qui pouvait durer indéfiniment. C'est quand même une situation qui, je dirais, remettait en cause tous les progrès démocratiques, aussi chaotiques soient-ils, en Afrique. Et donc, Sarkozy est intervenu sous couvert de l'ONU. Certes, ça fait un peu retour du gendarme français en Afrique, mais néanmoins, je le répète, c'est sous couvert de l'ONU. Certains pays ont pris ça avec ombrage, et notamment l'Afrique du Sud, qui est la puissance régionale montante, mais qui n'a pas envie que la France retrouve la plénitude de son influence passée. Mais néanmoins, Ouattara a été mis sur le trône, et c'était justice, et c'était normal, et la France peut s'enorgueillir d'avoir eu ce genre d'attitude et d'être encore capable de soutenir le droit à l'extérieur de ses frontières. Il est certain qu'il s'est comporté en chef de guerre. C'est un bagarreur. Et donc, mais il a utilisé tous les pouvoirs qui étaient à sa disposition. Néanmoins, dans cette zone de sécurité nationale qui est pour nous le Maghreb, il a montré que l'influence de la France était toujours une réalité. Non mais alors ça c'est génial parce que Sarkozy a récupéré tous les déçus du chiracisme. Et même ses héritiers directs comme François Baroin. D'ailleurs l'autre jour il a expliqué que ses amis qui étaient déçus de n'avoir pas été récompensés et qui mesuraient le poste à la longévité de l'amitié, c'était particulièrement puéril. Mais c'est vrai que beaucoup de ceux qui, dans le fond, étaient opposés à Sarkozy ont souvent été mieux récompensés que ceux qui ont fait allégeance. Enfin, ça, c'est aussi une grande règle de la vie. Enfin, bon, je crois que de toute façon, être gaulliste, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Tout le monde est gaulliste, tout le monde a cet héritage, etc. Il est clair qu'il est sur une pente un peu populiste, qui consiste à court-circuiter les corps intermédiaires, la presse et les élites, mais malgré tout, avec modération. Mais je crois qu'aujourd'hui, gaulliste, pas gaulliste, Villepin a cessé de dire qu'il était gaulliste, mais personne ne l'a entendu. Je crois que c'est une image. Maintenant, le gaullisme, tout le monde voudrait la récupérer, mais ça fait partie du patrimoine commun. Dans le fond, Juppé, Sarkozy, il est un peu pervers. Donc il a été content de récupérer le fils préféré et aussi de le neutraliser parce qu'il pouvait présenter un danger s'il se présentait à l'élection présidentielle. Donc quelque part, il y a une formule de De Villepin, je crois que je la donne dans le livre. Il dit Sarkozy, il conçoit ses relations avec les gens comme avec des papillons. Il les épingle dans sa boîte.